En tant que manager, entrepreneur, dirigeant d'entreprise, RH, l'un de tes objectifs est de créer un environnement où règne ce qu'Amy Edmondson appelle la sécurité relationnelle. C'est un environnement de travail convivial, ouvert, collaboratif et inclusif, au sein duquel chaque membre de ton équipe se sent suffisamment en sécurité psychologiquement, en confiance, accepté, impliqué et suffisamment à l'aise pour s'investir pleinement dans son travail et contribuer de manière personnelle à la mission de l'équipe. Les avantages sont nombreux de s'investir en fait à créer, à co-construire avec son équipe cette sécurité relationnelle. Nous allons par exemple avoir une amélioration de la communication au sein de l'équipe, de la compréhension et du respect mutuel, un renforcement de la créativité, de l'innovation et de la qualité du travail au sein de notre équipe, un développement des compétences, du potentiel et du leadership des collaborateurs, un accroissement de la coopération, de l'engagement, de la solidarité, de la synergie et de l'entraide au sein de l'équipe. Nous aurons également une valorisation de la diversité et de l'inclusion, de la richesse individuelle de chacun, de la différence entre les individus et de la complémentarité qui en découle. Nous aurons également un renforcement de l'image et de la réputation de l'entreprise et bien entendu une atteinte et pourquoi pas un dépassement des objectifs, donc une croissance organisationnelle. Il existe de nombreuses méthodes pour construire ce climat de travail propice à la performance organisationnelle et on déploie notre énergie et notre attention à les maîtriser, si bien que lorsqu'un conflit survient entre deux ou plusieurs membres de l'équipe, on peut se retrouver perdu. On a honte de demander de l'aide. Ne vais-je pas apparaître comme étant incompétent? Si je n'arrive pas à gérer un tout petit conflit, on fait l'autruche en espérant que le conflit va disparaître tout seul ou qu'il trouve la solution tout seul. Parfois, c'est juste parce que nous estimons que nous avons trop de choses à faire pour nous intéresser à ça, pour perdre notre temps à gérer un conflit entre adultes. Ne sont-ils pas suffisamment grands pour gérer ça entre eux et comprendre que nous sommes là pour coopérer, collaborer et travailler ensemble à l'atteinte des résultats de l'organisation? C'est bien beau. Il y a pire. C'est quand on décide de nous y intéresser et qu'on prend parti ou qu'on gronde tout le monde à la ronde pour que la paix se réinstalle. Sauf qu'un conflit non résolu a un coût. Un coût aussi bien sur l'organisation que sur les individus et ce coût est lourd. On a une perte de temps, d'énergie et de productivité. On a une détérioration du climat social et de la confiance mutuelle. On a une baisse de la motivation, de l'engagement et de la satisfaction générale. On a une augmentation du stress, de la souffrance au travail, donc du présentéisme, du turnover et de l'absentéisme. On aura un risque de violence élevé, qu'elle soit verbale ou physique. On aura un risque de harcèlement et de burn-out élevé également. Je n'ai pas dit un taux, j'ai dit un risque. On a également une dégradation de l'image de marque et de la réputation de l'entreprise parce que toutes ces personnes qui démissionnent pour s'en aller ou qui n'arrivent pas à démissionner parce qu'ils n'ont pas encore trouvé autre chose, toutes ces personnes parlent de ton entreprise quand ils ne sont pas au travail et ils disent du bien ou du mal de cette entreprise-là en fonction de comment elles se sentent vis-à-vis d'elles. Par conséquent, si une personne ne se sent pas bien au sein de votre organisation,
Lorsqu'un ami voit une offre et qu'il dit j'ai envie de travailler là-bas, je vais postuler, il lui dit ah non, 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 t'as pas envie d'aller travailler là-bas. T'as pas envie d'aller travailler là-bas, je t'assure, parce que voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Environnement de travail toxique. Et cet ami-là va dire à quelqu'un d'autre, l'autre va dire à quelqu'un d'autre, et c'est comme ça que votre entreprise devient un endroit où personne n'a envie de venir travailler. Donc, non-attractivité des talents. Perte des clients également, parce que ça se suit. Votre réputation baisse, la qualité de vos résultats baisse. Eh bien, les clients également décampent. Non-atteinte donc de vos objectifs. Pour t'aider à aborder les conflits avec confiance, à les gérer efficacement et pourquoi pas à les transformer en opportunités de cohésion et de synergie au sein de ton équipe, nous avons préparé pour toi cette démarche à utiliser face aux conflits. La première, c'est la stratégie du leadership conscient. Il s'agit d'une approche qui vise à développer une conscience de soi, des autres et de la situation afin de résoudre des conflits de manière constructive et respectueuse les uns les autres. Le leadership conscient repose sur 4 principes. Prendre la responsabilité de ses émotions, écouter avec empathie, exprimer ses besoins et ses demandes clairement et rechercher des solutions gagnant-gagnant. Imagine que tu es le chef d'un projet qui implique plusieurs équipes. Tu remarques que 2 collaborateurs de 2 équipes différentes se disputent souvent à propos des tâches à réaliser et des délais à respecter. Au lieu de les ignorer ou de les réprimander, tu décides d'utiliser la stratégie du leadership conscient. Tu les réunis dans un endroit calme et neutre et tu leur demandes de t'expliquer ce qui se passe. Tu les écoutes attentivement sans les interrompre ni les juger. Tu reformules ce qu'ils disent pour vérifier que tu as bien compris, mais aussi pour faire en sorte qu'ils recomprennent, ils entendent d'une autre manière ce qu'ils ont dit et qu'ils confirment que c'est réellement ça qu'ils pensent ou qu'ils reformulent si ce n'est pas ça. Tu leur fais part de tes émotions face à cette situation, de tes besoins, de tes attentes vis-à-vis d'eux sans les accuser ni les culpabiliser. Il n'y a pas de tu qui tue. On utilise le je. On prend la responsabilité de nos émotions, on prend la responsabilité de nos besoins, on prend la responsabilité de nos attentes et on les met également face à leurs responsabilités, la responsabilité de leur comportement, la responsabilité de leur attitude et l'impact que cela peut avoir au sein de l'équipe. On leur demande ce qu'ils attendent de nous, mais également de l'autre partie avec laquelle ils sont en conflit. On cherche ensemble des solutions collaboratives. J'aime bien les solutions collaboratives parce qu'elles ne visent pas forcément le compromis. Elles appellent chaque partie à comprendre l'autre partie pour trouver ensemble la solution la meilleure dans la situation qui nous rassemble ou qui nous oppose. Une solution collaborative peut être celle-là qui nous amène à adopter entièrement la solution qu'une autre personne a proposée ou à mettre en place entièrement une décision, une action qui vise à satisfaire les besoins de l'autre pour le moment et à remettre les nôtres plus tard. Une situation collaborative est fondée sur l'empathie et donc il faut qu'on s'écoute, qu'on s'entende, qu'on s'exprime de manière authentique et vulnérable les uns vis-à-vis des autres pour que l'autre puisse en fait prendre la décision la meilleure dans la situation qui vous oppose. On va donc conclure ensuite l'entretien en les remerciant pour leur coopération et en leur rappelant les objectifs communs du projet. On peut également leur demander de faire un résumé
de cette rencontre, de nous l'envoyer, ça entraîne encore plus la nécessité pour eux de collaborer ensemble pour le faire, mais également de bien prendre conscience, de bien s'approprier les solutions qui ont été communément validées. L'outil numéro 2, c'est la carte du conflit. C'est un outil, en fait, qui permet d'identifier les causes, les parties prenantes, les intérêts, les positions et les besoins liés au conflit. La carte du conflit aide à avoir une vision globale et objective de la situation et à préparer l'entretien de résolution du conflit. Ici, imagine que tu es le responsable, par exemple, d'un service client. Tu constates que l'un de tes clients se plaint régulièrement du produit qu'il a acheté et qu'il menace de rompre le contrat. Au lieu de le laisser partir ou de le satisfaire à tout prix, tu décides d'utiliser la carte du conflit. Tu identifies les causes du conflit. Il s'agit d'un problème technique lié au produit, mais aussi d'un problème relationnel lié à la communication avec le client. Tu identifies les parties prenantes. Il s'agit du client, mais aussi de ton équipe, du service technique et du service commercial. Tu identifies les intérêts, les positions et les besoins de chaque partie. Il s'agit de la satisfaction du client, mais aussi de la qualité du produit, du respect des engagements, de la fidélisation du client. Tu utilises ensuite toutes ces informations pour préparer un entretien avec le client. Ça, c'est la carte du conflit. Après ça, tu as également un autre outil que j'affectionne particulièrement. C'est la méthode DESC. La méthode DESC, c'est une structure en fait d'entretien en 4 étapes qui consiste à décrire le comportement problématique, à exprimer son ressenti, à suggérer une solution alternative, à consolider l'accord. La méthode DEX, en fait, va permettre de communiquer de manière assertive, sans agressivité ni passivité. Alors, imagine que tu es le directeur d'une école. Tu remarques qu'un enseignant arrive très souvent en retard au cours et qu'il ne respecte pas le programme prévu. Au lieu de le sanctionner directement ou de le laisser faire, tu décides d'utiliser la méthode DESC. Tu demandes un rendez-vous en privé avec la personne. L'entretien ne doit pas dépasser 10 à 15 minutes. Tu lui décris les faits. Première étape, tu lui décris les faits. Tu lui exposes les faits de manière objective, sans interprétation ni généralisation. Les toujours, les jamais, on les oublie. J'ai constaté que tu es arrivé en retard au cours des 6 derniers jours. C'est un fait parce qu'on peut le vérifier. J'ai constaté que tu es arrivé en retard au cours des 5 derniers jours de cette semaine. Tu es en train d'exprimer un fait. Et que tu n'as pas terminé le chapitre sur l'histoire du Cameroun que tu étais censé achever cette semaine. Maintenant, ensuite, étape numéro 2, tu lui exprimes ton ressenti, sans accusation ni reproche. Il n'y a pas de victimisation, il n'y a pas d'accusation, il n'y a rien. Tu vas dire, je me sens inquiet pour les étudiants et quelque peu déçu par cette situation. Ensuite, il va nous falloir suggérer une solution. Premièrement, il est bien de demander à la personne ce qu'elle suggère pour résoudre la situation. Si la personne n'a pas de suggestion, ou encore si
la personne a une suggestion, mais une suggestion qui ne marche pas. Ça aussi, ça peut arriver. Toi, tu suggères la tienne. Et pour ça, tu dois réellement avoir préparé l'entretien et venir avec une ou plusieurs suggestions à lui soumettre. Donc, je vais dire, je te suggère de respecter les horaires et le programme prévu et de me tenir informé en avance si tu as des empêchements, si tu rencontres des difficultés à tenir tes engagements. Je te suggère également de me tenir informé de l'avancement du programme. Enfin, on va conclure. On va lui demander son avis sans imposer ni négocier. Par exemple, qu'en pensez-vous? Qu'en penses-tu? Es-tu d'accord avec cette solution? Que dis-tu de cette solution? Comment cette solution résonne-t-elle en toi? L'idée, quand on en arrive à avoir cette conversation en structure desk, c'est qu'en amont, on s'est assuré qu'on a posé des questions à la personne qui nous aident à comprendre que la personne ne rencontre pas une difficulté si constentielle qui l'empêche d'avoir une attitude ou un comportement exemplaire ou conforme à ce qu'on attend de lui. C'est quand on a éliminé le fait, par exemple, que sa nounou l'a lâché et qu'il est en train de chercher une nouvelle nounou, par exemple, que sa femme est tombée malade et qu'il doit d'abord aller déposer les enfants à l'école et déposer, par exemple, à manger à madame à l'hôpital le matin avant de se rendre au travail. Si on n'a pas pris le temps de creuser tous ces paramètres-là, cette conversation peut très mal tomber. C'est parce qu'on a pris le temps de poser des questions pendant tous ces jours où la personne est arrivée en retard, qu'on lui a demandé s'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il nous a dit que tout allait bien, qu'on va mettre cet entretien en mode desk en œuvre. L'autre démarche que je vous propose, c'est d'éviter les obstacles majeurs. Il s'agit en fait des pièges qui peuvent compromettre la résolution du conflit, tels que le déni, la fuite, l'attaque, la manipulation ou le jugement. Il faut être vigilant à ne pas tomber dans des comportements négatifs ou à les désamorcer chez l'autre dès qu'on les voit apparaître. Imagine par exemple que tu es le gérant d'un supermarché. Tu remarques que l'une de tes employées se plaint souvent des clients et qu'elle adopte une attitude désagréable avec eux. Au lieu de l'ignorer ou de l'attaquer, tu décides d'éviter des obstacles majeurs. Tu ne nies pas le problème, mais tu ne fuis pas non plus à la confrontation. Tu ne l'agresses pas verbalement, mais tu ne la manipules pas non plus. Tu ne la juges pas sur sa personnalité, mais tu ne la critiques pas non plus sur son travail. Tu adoptes une posture assertive qui respecte ses droits et qui respecte tes droits. Et dans cette attitude, tu cherches la solution en ayant évité tous ces obstacles-là qui font souvent en sorte que les gens prennent nos feedbacks négatifs d'une manière personnelle comme une agression à leur personne. Ensuite, nous avons une autre démarche qui va être de créer des conditions favorables à la coopération durable. Il s'agit de renforcer la confiance et le respect mutuel après la résolution du conflit, en valorisant les points positifs, en reconnaissant les efforts de chacun, en fixant les objectifs communs et en suivant l'évolution de la situation. Ça, c'est quelque chose qui nous permet justement de pouvoir faire éclater le conflit. Imagine que tu es présidente d'une association de handballeuses. Tu remarques qu'un conflit a éclaté entre deux membres du bureau à propos de la gestion du budget. Tu
a réussi à les réunir et à trouver une solution acceptable pour les deux parties. Au lieu de clore le sujet et de passer à autre chose, tu décides de créer des conditions favorables à la coopération durable. Et ceci consiste en quoi? Tu valorises les points positifs de la résolution du conflit. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir trouvé une solution collaborative en soulignant les efforts et les concessions faits ou consentis par chacun? Tu reconnais les qualités et les compétences de chaque partie au conflit en leur exprimant ta gratitude et ta confiance quant au fait que tu sais qu'ils vont respecter chacun des engagements pris dans le processus de résolution du conflit. Tu fixes des objectifs communs pour l'avenir de l'association en leur demandant leur avis, leurs suggestions et leur implication dans leur opérationnalisation. Et tu suis l'évolution de la situation en leur proposant un bilan des points réguliers et en restant à leur écoute au cas où ils auraient des points de blocage ou des retours à te faire. Une autre approche consiste à gérer ses émotions. J'aime beaucoup l'intelligence émotionnelle, donc ça pourrait pas manquer. Prendre conscience de ses propres émotions et de celles des autres, apprendre à les réguler pour ne pas qu'elles interfèrent négativement dans le processus de résolution de problèmes est une véritable compétence. Il s'agit de savoir se gérer soi et de savoir gérer les autres en gardant à l'esprit l'intérêt supérieur de l'organisation. Il faut éviter de réprimer ses émotions. Il faut éviter de supprimer ses émotions ou d'exprimer ses émotions de manière excessive, agressive, d'une manière qui n'est pas constructive. Il faut apprendre à les réguler, à les comprendre pour les canaliser, pour qu'elles soient plutôt des forces, des atouts dans la recherche de solutions constructives. Imagine donc que tu es, par exemple, le responsable d'un service de ressources humaines. Voilà. Tu remarques qu'un collègue te critique ouvertement devant tes autres collaborateurs et qu'il remet en cause tes décisions. À chaque fois que tu ouvres la bouche, que tu suggères quelque chose, il est contre. À chaque fois que tu donnes une solution ou une orientation à un collaborateur qui t'a posé une question, il monte au créneau, dit quelque chose de contraire à ça. Au lieu de réagir de manière impulsive ou encore de garder ta colère en toi, de la supprimer, de l'ignorer, de faire comme si rien ne s'était passé, tu décides d'utiliser cette émotion-là, de comprendre ce qu'elle essaie de te dire, de l'analyser et de comprendre ses besoins pour pouvoir l'exprimer de manière constructive. Tu prends donc conscience de tes émotions, tu ressens ta colère, tu ressens ta frustration, tu ressens ton humiliation, tu ressens. Ensuite, lorsque tu as ressenti cette émotion, tu te demandes ce qu'elle essaie de te dire. Tu ne la réprimes pas. Tu essaies de comprendre ce qu'elle essaie de te dire. Quels sont les besoins qui ne sont pas respectés et que cette émotion est en train de révéler? Quelles sont tes valeurs qui sont violées dans cette situation? Quels sont tes désirs, tes besoins qui sont bafoués dans cette situation? Tu canalises tes émotions, tu les régules, tu respires. Tu respires profondément. Et si nécessaire, tu comptes jusqu'à 10 pour que ça passe. L'une des astuces qui fait des merveilles chez moi, c'est que je sais
je garde en mémoire que peu importe l'émotion que je ressens, elle ne peut pas dépasser 90 secondes. Donc, si j'évite de penser à quel point je suis énervée et pourquoi je suis énervée pendant les 90 secondes, au bout de 90 secondes, je suis plus énervée. Oh oui, ça marche, je ne suis plus énervée. Par contre, j'analyse ce que cette émotion m'a appris, les besoins qu'elle est en train de me dire qu'ils sont bafoués, les valeurs qui sont piétinées, et je fais ressortir tout ça pour créer un message à transmettre à la personne concernée d'une manière que cette personne-là va comprendre avec notamment l'un des outils que nous avons déjà vu. Je vais donc transformer cette énergie négative en une énergie positive et créative pour trouver une solution et gérer la situation de manière intelligente. Il existe beaucoup d'outils de gestion intelligente des émotions. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails ici, peut-être que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ensuite, nous avons l'écoute active et la communication positive. Ici, il s'agit tout simplement de montrer son intérêt et sa compréhension pour le point de vue de l'autre. Reformuler ses propos, poser des questions ouvertes, utiliser le langage non verbal approprié. Il faut ici comprendre qu'il nous faut éviter les mots ou les expressions qui peuvent être perçus comme étant des critiques par l'autre ou encore des accusations déguisées ou directes et privilégier des messages constructifs, encourageants et conditionnels. Ici, par exemple, imagine-toi que tu es chef d'une équipe logistique. Tu remarques que l'un des autres services au sein de l'organisation se montre mécontent de la qualité des produits que vous avez achetés, bref, que tes collaborateurs ont achetés, et qu'ils menacent en fait de ne pas réceptionner les items que vous leur avez livrés. Au lieu de le négliger ou de le contredire, tu décides d'utiliser l'écoute active et la communication positive. Tu montres ton intérêt et ta compréhension pour le point de vue client interne de votre service en reformulant ses propos, en posant des questions ouvertes, en utilisant le langage verbal approprié. Par exemple, si je comprends bien, tu n'es pas satisfait de la qualité des items qui ont été livrés. C'est bien cela? Oui. Tu évites les mots ou les expressions qui peuvent être perçues comme des critiques ou accusations, telles que les mais, les toujours, les jamais, les tu dois, les tu es sûr que ça ne répond pas aux caractéristiques que toi-même tu as émis dans le bon de commande. On va plutôt aller vers je comprends ta frustration. Est-ce que c'est possible pour toi de me donner un instant pour que je puisse vérifier la conformité de la livraison par rapport à la commande qui a été émise. Sois sûr que nous faisons le nécessaire pour résoudre ce problème au plus vite. On évite les « je comprends ta frustration », mais tu dois me comprendre aussi, c'est parce que les critères que toi tu as cochés correspondent à ce que tu as reçu. On va éviter ça. Ce serait bien mieux après de venir, après avoir vérifié avec le papier pour montrer à la personne qu'en fait, les items qui ont été livrés correspondent aux critères qu'il a décrits. Par contre, si on l'a dit et qu'après avoir vérifié, on se rend compte que ce n'est pas le cas, bah, ce serait problématique en fait parce qu'on aurait dit que la personne est responsable alors qu'en fait, elle ne l'est pas. Donc, comme tu peux le voir, la gestion de conflit est une compétence réelle et cette compétence est essentielle
au sein des organisations parce que là où se rassemblent des êtres humains qui viennent d'horizons divers, même s'ils ont grandi dans la même maison, les conflits apparaîtront. Donc, tout manager, tout leader, tout RH, tout dirigeant d'entreprise doit développer ses compétences, sa compétence à gérer les conflits et pourquoi pas les transformer en opportunités de cohésion, de synergie pour la performance globale au sein de l'organisation et le bien-être de ses équipes. Les conflits sont inévitables, c'est comme ça, mais ils peuvent être source de progrès ou de dégradation du climat social selon la façon dont on choisit de les gérer. Dis-nous en commentaire quelle démarche tu vas tester en premier ou si tu en as déjà testé une, dis-nous quels ont été les résultats et pourquoi est-ce que tu as choisi celle-là. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi sur notre chaîne et clique sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque nous mettrons en ligne de nouvelles vidéos. D'ici là, prends bien soin de toi. À très bientôt. Souris, tu es extraordinaire.